au confinement des entreprises. Pour m'accompagner ce matin, je reçois Anne-Louise Sen, qui est DRH du groupe CGDIM, et puis Jacques-Olivier Demey, qui devient un habitué de nos webinars. Bonjour. Je vais laisser Anne-Louise se présenter. Alors, bonjour à tous, Anne-Louise Séné, je suis ravie d'être là, DRH du groupe CGDIM, et je suis ravie de venir partager avec vous cette expérience inédite de sortie de confinement. Super. Jacques-Olivier, je te laisse te représenter. Donc, Jacques-Olivier Demey, CGDIM SRH depuis 10 ans, comme c'est indiqué dans l'annonce. Je gère des projets et notamment, effectivement, beaucoup de sujets liés à l'innovation. Et dans ces contextes assez particuliers, là, on est tous mobilisés pour mettre à disposition des offres en circuit très, très rapide auprès de nos clients pour les accompagner. Alors, Anne-Louise, je vais te laisser nous présenter ce qu'est le groupe CGDIM aujourd'hui en termes d'effectifs, de nombre de sites, etc., d'activités. Très bien. Alors, le groupe CGDIM, en quelques mots, c'est 5000 collaborateurs dans le monde, 50 ans d'existence et un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires en 2019. Nos activités tournent autour de l'innovation en termes de solutions informatiques à destination des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, kinés, infirmières, à destination du monde de l'assurance, groupe de prévoyance, mon sujet active, et puis enfin à destination des entreprises privées, que ce soit SRH, comme présente Jacques-Olivier Demey sur la partie système d'emploi ressources humaines, ou business sur la partie dématérialisation, ou encore IT et hébergement de solutions. Ça marche. Alors, pour démarrer, je vais revenir sur une enquête qu'on a menée la semaine dernière auprès de 228 entreprises concernant justement le déconfinement. Donc, quelques chiffres en fait, rapidement. Vous voyez le document? Oui. Alors, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a un peu plus de 86, voire 87% des entreprises qui ont engagé une stratégie de retour de leurs salariés dans leurs locaux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ce contexte, on a 94% des entreprises qui souhaitent maintenir le télétravail, ce qui est un peu la norme actuelle. 49% qui souhaitent maintenir le dispositif de chômage partiel, 66% qui sont plutôt favorables au retour sur le lieu de travail, et puis on commence à avoir 1% qui parlent de plans sociaux de licenciement, ce qui reste relativement bas pour l'instant. Anne-Louise, toi, vis-à-vis d'un groupe de 5000 salariés, qu'est-ce que vous avez engagé par rapport à ces différents dispositifs ? Alors, moi, je m'y retrouve assez bien, puisque, en effet, à partir du moment où on a été positionné en confinement, on a déployé très, très rapidement un télétravail massif pour toutes les activités qui le permettaient, et on a pu le déployer largement. Et du coup, aujourd'hui, on a l'habitude de suivre, comme on a eu depuis le début de cette crise, les recommandations gouvernementales, et donc de distinguer deux types de populations, les métiers qui peuvent continuer en télétravail et auquel cas on maintient nos activités en télétravail, de celles qui nécessitent un retour sur le terrain. Et là, on en a quelques-unes au sein du groupe, ce qui nous permet d'ailleurs d'arrêter de l'activité partielle, et nous faisons un accompagnement de ces ressources. Alors, pour accompagner donc, nos équipes qui prioritairement doivent rejoindre le terrain, on a largement étudié les mesures de prévention et de sécurité, parce que la priorité, c'est la sécurité de nos collaborateurs, évidemment, et donc mis à disposition un kit pour tout ce qui est équipement, distanciation, et notamment ceux qui interviennent, par exemple, je pense en pharmacie, leur donner les moyens de travailler en sécurité avec des masques, du gel, des gants et la distanciation nécessaire à leur sécurité. Alors, effectivement, c'est plusieurs sujets là qui sont abordés. Je voulais quand même revenir sur le sujet du télétravail. On a quand même demandé aux entreprises si elles disposaient ou non, ou si elles souhaitaient mettre en place un accord de télétravail.
Donc aujourd'hui, sur le panel, 20% des entreprises disposaient déjà d'un accord de télétravail. 33% envisagent de le mettre en place, de le négocier, et on va dire qu'une entreprise sur deux n'y est pas forcément favorable. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le télétravail ne va pas perdurer, puisque une simple charte peut être mise en place. Mais la question qui peut se poser, c'est est-ce que le télétravail est quelque chose qui risque ou qu'il est souhaitable de voir se développer de façon pérenne dans le temps, ou pas forcément? Quel est votre avis là-dessus? En fait, sur le télétravail, déjà, juste nous, notre entreprise avait déjà signé un accord télétravail. Cet accord prévoit une journée par semaine, une journée tous les 15 jours. Il y a une très, très grosse différence entre télétravailler en masse, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on est tous en télétravail, on va dire quasiment, de travailler de manière plus isolée et donc d'être en collaboration avec des gens qui sont soit en bureau, soit en télétravail. Donc, je pense que le télétravail nous a permis évidemment de passer cette crise. On l'avait largement testé avec les grèves de transport de cet hiver. Donc, on a pu déployer très rapidement avec une IT très performante nos 3500 collaborateurs en France et les 5000 dans le monde. Mais est-ce que pour autant, ça doit généraliser du télétravail? Je ne suis pas certaine pour l'ensemble de nos métiers. C'est des questions qu'on va naturellement se poser, qu'on commence aussi à se poser sur l'appréhension, sachant que demain, ce ne sera pas le même télétravail qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a une autre question qui était intéressante. On a entendu parler de référents Covid-19 en entreprise. Donc là, on constate qu'il y a 45% des entreprises qui n'ont pas souhaité nommer à proprement parler de référent Covid-19, mais que par ailleurs, il y a quand même 70% des entreprises qui ont mis en place une charte spécifique qui précise les consignes. Alors vous m'excuserez, le document comporte certainement des fautes de frappe, hein, il a été fait en un temps record dans le week-end. Donc précisant les consignes de retour dans les locaux et les règles à respecter. Alors, c'est quoi un référent Covid-19? Si on interroge les entreprises qui l'ont mis en place, c'est la personne qui va piloter le plan de déconfinement, qui va coordonner l'ensemble des mesures de protection sanitaire à mettre en œuvre, c'est-à-dire informer les collaborateurs, les former sur l'utilisation des masques, des gels, des protections, etc. Assurer les formations au niveau de l'accueil des entreprises, former les managers aux règles d'hygiène, et puis également mettre en place le document des risques. Est-ce que c'est un parti pris chez Cegedim d'avoir mis en place ou non cette fonction de référent Covid-19? En fait, nous, on n'a pas pris le parti de nommer véritablement ce référent, même si on a une cellule de crise avec notamment une personne en direction du contrôle interne qui s'occupe de toutes ces actions-là. La personne en charge des relations sociales également, une partie. Donc, on a des acteurs, mais je pense que le mot d'ordre que l'on va pousser et le parti pris va être plutôt de la pédagogie, la responsabilité de chacun. Et donc, nous, on a pris également le parti de mettre en place une charte des bonnes pratiques liées à ce Covid et cette crise pour accompagner nos collaborateurs dans la sortie de ce confinement. On va d'ailleurs utiliser, grâce aux moyens de SRH et du business, la signature électronique de cette charte, parce que pour nous, c'est important que nos collaborateurs s'engagent. Et avec une signature, ça va être possible. Et beaucoup travailler sur la pédagogie de la communication, soit par affiche, soit par mail. D'accord. Effectivement, je pense que ce référent Covid-19, à mon sens, il est peut-être applicable dans des petites entreprises, mais au niveau de grands groupes, je pense que c'est vraiment une opération collective où chacun doit s'impliquer et où un grand nombre de points de relais doivent être mis en place. Alors, il y a une autre problématique, hein. On a vu le protocole national de déconfinement qui a été mis à disposition par le ministère du Travail dimanche dernier, le 3 mai, et qui
et qui met en avant principalement une recommandation en matière de jauge d'espace de travail. Alors, une jauge qui est fixée à 4 mètres carrés minimum par salarié, hein, sans compter les espaces de circulation, etc. dans l'entreprise. Mais dans la pratique, en fait, est-ce que les entreprises vont-elles être capables de respecter cette jauge? Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate d'après l'enquête, c'est que 20% des entreprises disposent de solutions digitales type planification qui leur permettent effectivement de mesurer, d'établir un planning des ressources présentes dans leurs locaux. On a 55% qui nous répondent oui, on va le mettre en place, mais de façon, j'allais dire artisanale presque, puisque c'est sous des outils bureautiques de type Excel. Et puis 25% des entreprises ne sont pas capables aujourd'hui d'administrer ce type de planning. Alors là, je vais poser la question à Jacques-Olivier sur ces problématiques de planification et d'occupation des locaux. Comment on peut s'y prendre ? Alors nous, là, du côté CGD SRH pour l'ensemble de nos clients et aussi pour travailler avec Anouilh, hein, puisqu'on est en train de pas mal y réfléchir, on dispose d'outils du fait de notre métier qui sont des outils de planification sous contrainte. Alors la planification sous contrainte, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement complexe hein, qui permet, à titre d'exemple, d'organiser un plateau télé avec des caméramans, un présentateur, réserver des salles. On est plutôt parti de cette connaissance pour la simplifier un petit peu et essayer de proposer à nos clients un outil qui permette de répartir. Je vais plutôt parler d'équilibrage parce qu'en fait, on est plutôt parti pour que ça dure encore quelques semaines. L'idée, c'est de proposer sur une journée ou plusieurs jours ou plusieurs semaines une répartition des effectifs, alors à la main de l'entreprise, qu'on pourrait descendre à un niveau extrêmement fin. Alors, on pourrait aller jusqu'au bureau. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait encore utilité de descendre sur un bureau, en tout cas sur soit un service, soit une équipe, soit un plateau, un bâtiment, un étage. L'idée, c'est de proposer ça et globalement de donner la main à l'entreprise de dire je veux 10, 20, 30, 40% d'effectifs sur tel ou toute ou partie de mon bâtiment. Alors, quand on parle de pourcentage de présence sur un site, nécessairement, je vais prendre juste un exemple, hein, si je mets 20%, ça veut dire que les gens vont venir une semaine sur 5, en gros. Donc, on est plutôt en train de se dire que moi, je comprends tout à fait le sujet Excel. Si ça dure pas, ça peut être extrêmement pratique, effectivement, de répartir sur Excel ou individuellement, manager par manager. Là, on est plutôt parti, nous, sur une option de se dire que, alors, Anne-Louise en parlera peut-être tout à l'heure, hein, on va mettre à disposition un questionnaire qui permet déjà de recenser les personnes qui sont capables de se rendre sur site, qui ont envie, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de contraintes particulières. Et on est parti sur l'idée de se dire que ce questionnaire, en fait, on était capable de le mettre à jour chaque semaine. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Hein. Moi, je suis venu ce matin au bureau. D'ailleurs, j'ai pris un vélo. Hein. J'ai pédalé un long moment. Mais je suis pas venu en transport en commun parce que je me sentais pas à l'aise de prendre les transports en commun. J'imagine qu'on va avoir des gens qui, dans un premier temps, vont pas vouloir prendre non plus les transports en commun. Alors après, surtout la région parisienne, hein, qui va être assez concentrée, et qui, dans les semaines à venir, vont certainement évoluer. Et c'est dans cette mécanique-là que nous, on a plutôt envie de se dire, on va proposer ça. Ça permettra chaque semaine de pouvoir revalider une répartition des locaux et surtout d'équilibrer entre les personnes qui sont déjà venues et ceux qui ne le sont pas encore. D'accord. C'est vrai que nous, on a recensé là, hein, dans ce que nous disent les DRH, là, dans l'enquête, des problématiques du type, nous, par exemple, on va faire rentrer les salariés dans l'entreprise par tranche de 30 minutes. Et ils seront dans l'entreprise uniquement pour 4 heures. Donc, on a des gens qui nous ont présenté des plannings avec des arrivées à 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, et départ dans l'entreprise à 14h, 14h30, etc. Donc, je suis pas certain que sous Excel, c'est peut-être gérable quand on a une dizaine de salariés, mais dès qu'on commence à monter à 50, 100, 200 salariés, ça me paraît quasiment ingérable.
Je suis complètement fan. On a effectivement, là, dans notre cas, nous, CGDIM, on a un certain nombre de sites répartis sur la France. Alors évidemment, on a notre site de Boulogne qui a plusieurs centaines de salariés. Rien que sur un site comme celui-ci, avec plusieurs centaines de salariés, un bâtiment, plusieurs étages, des ascenseurs, des services, des sociétés différentes, avec des activités complètement différentes, c'est un chantier en soi. Et c'est effectivement pour cette raison qu'on veut mettre à disposition ces outils qui sont des outils de résolution de problèmes mathématiques, hein, puisque c'en est un, qui vont permettre d'équilibrer la présence des collaborateurs. Alors, pas forcément sur des créneaux horaires. Alors, ça reste discutable d'ailleurs, enfin, on peut ouvrir le débat, mais en région parisienne, faire venir les gens qui ont certainement 1 heure, 1 heure et demie de transport pour dire merci de venir juste 3 heures et de repartir. On n'a pas forcément, en tout cas nous, au sein de CGDIM, pris cette option-là, mais ça reste entendable. Effectivement, là, la problématique était de limiter et de fluidifier les transports. Oui, mais juste 3 heures. Ouais, juste pour compléter par rapport à cette approche-là, on peut tous, je pense, les entreprises qui ont choisi de maintenir le télétravail, donner quelques semaines de respiration pour pouvoir justement s'étudier et s'équiper. En effet, moi, j'imagine pas une seule seconde pouvoir faire ça manuellement ou sous Excel. On a la chance d'avoir des outils performants et surtout, il est important de pouvoir décentraliser l'information auprès d'un collaborateur. C'est pas possible dans un tableau Excel de pouvoir le suivre, de pouvoir l'adapter et de pouvoir laisser la main aux managers. Parce que nous, on a des métiers très différents dans l'entreprise et on aura des besoins vraiment qui seront adaptés équipe par équipe. Et du coup, je pense que si on a besoin d'un reporting à un moment, on n'imagine pas un Excel pour pouvoir le consolider, en tout cas pas quand on est plusieurs milliers. Et enfin, il y a un autre élément qui va être important, c'est la reprise des écoles. On sait tous qu'on est à tâtons sur ce sujet-là, malheureusement. Et de ce fait, eh bien, nos collaborateurs vont potentiellement être disponibles certains jours par semaine. Et là, en termes de gestion, en plus de la contrainte de 4 mètres carrés, la planification va être indispensable. Oui, effectivement, sachant que sur la région parisienne, pour l'instant, les écoles rouvrent plutôt au compte-gouttes. Hein. Oui. Alors, on va revenir sur les autres sujets liés à ce planning. C'était intéressant aussi de savoir effectivement si les entreprises allaient sonder leurs collaborateurs. En fait, on se rend compte qu'il n'y a qu'une entreprise sur 2 qui a décidé de sonder ses collaborateurs. Donc, on leur a demandé... Pardon, je pense que c'est probablement lié aussi à l'activité des entreprises qui sont probablement sondées. On va avoir, moi je le vois à travers de nos clients, hein, on a des sites de production sur lesquels, on parlait des outils tout à l'heure, je pense que sur un site de production, le fait de poser la question à un collaborateur de venir va probablement s'envisager d'une manière différente dans la mesure où on a un collaborateur qui est capable de faire du télétravail. Je pense que moi, j'entends plutôt dans ce sens-là, en fait. Alors, je ne sais pas si les 51% sont toutes entreprises confondues. Je dirais que le message, le mot d'ordre aujourd'hui, qui est même véhiculé aujourd'hui encore par le gouvernement, c'est rester en télétravail quand vous pouvez. Et c'est plutôt envers ce type de salariés que les questions vont s'adresser. Ouais. Alors là, effectivement, c'était tout type d'entreprise, de toute taille et dans tout secteur d'activité. Après, on n'a pas fait effectivement d'analyse plus poussée. Il faudrait qu'on regarde si certains secteurs sont différenciants par rapport à d'autres. Alors tout à l'heure, tu as évoqué les questions posées par l'employeur aux collaborateurs. Donc effectivement, nous, on a soumis un certain nombre de questions pour voir celles que les entreprises seraient susceptibles de poser. Bien évidemment, la première question, c'est êtes-vous en capacité de vous organiser pour revenir sur le lieu de travail? Alors, on avait précisé, bien évidemment, dans le cadre de personnes qui auraient des enfants à charge, qui s'occuperaient de personnes malades, etc. Souhaitez-vous rester en télétravail? Qui est la deuxième question. Souhaitez-vous revenir sur le lieu de travail? Donc ça, c'est les 3 questions où on a quasiment la majorité d'adhésion des employeurs. Et puis ensuite, on va aller sur les questions relatives aux moyens de transport, jusqu'à demander si la personne est malade, si elle a des symptômes. Je l'éviterai celle-là, moi. Pardon, juste un aparté. La question sur êtes-vous malade, je
je ferai attention quand même, parce que déjà l'employeur aujourd'hui n'a pas le droit de pratiquer ni test, ni quoi que ce soit. Là, ça vous oblige à poser une question et surtout à stocker de l'information du coup. Et là, on n'a pas forcément aujourd'hui dans nos outils tous les autorisations pour stocker des informations sur la santé des collaborateurs. Enfin, il y a des logiciels qui sont précisément dédiés à ça et je pense qu'en tant que RH, on n'a pas ce genre de droit. Donc attention à celle-ci. Hein. Alors effectivement, on a glissé un certain nombre de questions qui ne sont pas en accord avec la CNIL, mais c'est intéressant de voir, comment les entreprises vont se positionner actuellement. C'est d'ailleurs assez surprenant de ne pas avoir d'assistissement de ce type de sujet vis-à-vis de la CNIL et pour autant d'être obligé de gérer les cas de personnes ayant des symptômes et étant malades. Effectivement, c'est en contradiction totale en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander à une personne si elle est malade, mais c'est à l'entreprise de la détecter. Exact. En tout cas, par rapport au questionnaire que j'ai dit, nous, on a procédé à un questionnaire et je me retrouve dans les questions, on va dire, autorisées sur le sentiment de nos collaborateurs et est-ce qu'ils ont les moyens de se rendre sur le lieu du travail en tenant compte, en effet, des moyens de transport et de la gestion des enfants. Ouais. Et tu vois, là, Christophe, tout à l'heure, par rapport à l'outil de planification là qu'on est en train de mettre à disposition de nos clients, on va justement utiliser les réponses qui vont être faites par rapport à un questionnaire. Alors, nous, on a prévu jusqu'à 10 questions, mais clairement, ça nous permet d'apporter une pondération. Je prends juste l'exemple sur les moyens de transport. En fait, il y a peut-être des gens, effectivement, qui veulent venir et qui vont dire, voilà, oui, j'utilise j'utilise le transport en commun. Et ça, c'est une donnée importante pour nous, parce que clairement, on va pouvoir pondérer, peut-être mettre cette personne un peu moins en priorité ou la faire venir moins souvent. L'exemple qu'on prenait tout à l'heure, qui est de dire, tu viens 2 heures par jour. En tout cas, nous, ce qu'on proposera, c'est quand tu auras mis oui sur les moyens de transport, on va l'éviter, celle-là. Simplement pour mettre en priorité les personnes qui ont des déplacements qui sont moins à risque. Et globalement, cela les organiser de manière un peu différente. Après, je pense que ces problématiques de venir 3 heures, 4 heures sur le lieu de travail, elles sont entendables dans la grande distribution. Tout dépend du secteur d'activité. Mais si tu prends l'exemple d'une boutique, par exemple, vous êtes à Boulogne, il y a plein de boutiques X ou Y à Boulogne. Les vendeurs vont devoir accueillir les gens, vérifier qu'il n'y ait pas trop de personnes, faire un nettoyage complet des cabines d'essayage après chaque passage. Donc ça, je pense que ça va être beaucoup plus éprouvant que le travail habituel. Donc, tout sera adapté aussi en fonction des différentes activités. Tu disais, on va proposer à nos clients, mais est-ce que ta solution, tu l'as mise aux clients de CGDIM ou est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à toute entreprise, cette solution ou ces solutions de planification? Tu as raison, en fait, on est en train de l'ouvrir à tous. Alors, encore une fois, on a effectivement bien plus de facilité sur nos outils parce que la donnée est présente et on est plutôt sur du presse-bouton vis-à-vis de nos clients. On est en train de mettre à disposition un petit site internet qui permettra à d'autres de venir télécharger. Alors, il faudra quand même à un moment donné avoir ce type de questions ou d'informations sur les collaborateurs. Il faudra qu'on puisse demander à ces entreprises de nous fournir des informations type des mails pour qu'on puisse faire de la com auprès de leurs collaborateurs, des données de planning, des données de présence, des données d'absence. Donc, du coup, on mettra, je dirais, un petit Excel type à disposition qu'il faudra remplir et qui nous permettra globalement de faire tourner la même mécanique et de proposer une répartition de la même façon qu'avec nos clients. Par contre, ça demandera un petit peu plus d'efforts. D'accord. Alors, il y a Catherine qui ne comprend pas bien les résultats. Elle me dit il y a 69% qui veulent rester en télétravail, mais 69% qui veulent revenir au bureau. Parce qu'en fait, Catherine, on n'a pas sondé des salariés, on a demandé aux employeurs les questions qu'ils pourraient soumettre à leurs collaborateurs. Donc, effectivement, ces réponses ne sont pas absolues sur une base de 100 au global. Il y a effectivement 75% qui souhaiteraient poser la première question, 69% la deuxième, etc.
Au niveau de la réorganisation des espaces de travail, il y a aussi une forte problématique. Alors là, j'ai pas mis tous les résultats de l'étude, mais il y a 80% des entreprises qui ont prévu de réorganiser les locaux. Il y en a qui ont prévu, là, comme on le voit, de transformer des salles de réunion en bureaux, qui ont prévu de fermer l'espace de restauration pour également le transformer en bureau. Est-ce qu'il y a des dispositions comme ça qui ont été prises au niveau du groupe? Alors, du côté CGT, naturellement, on va se poser quelques questions au niveau de l'aménagement des bureaux, réutiliser les espaces collectifs, repenser aussi les espaces collectifs. On a quand même la chance d'avoir encore des bureaux individuels qui vont être assez simples dans leur utilisation. Et puis, c'est sûr que nous, sur les salles de réunion, on se pose la question de si on a besoin d'augmenter le volume sur le retour au bureau, de les utiliser pour pouvoir accepter plus de collaborateurs en respectant les 4 mètres carrés. Donc, en effet, c'est une piste de réflexion que l'on a. Alors, il y avait aussi la question des espaces de restauration, de pause, les espaces café. Est-ce que... alors là, les entreprises sont beaucoup plus... n'ont pas de décision arrêtée pour l'instant sur le sujet. Il y en a beaucoup qui nous ont répondu, c'est à l'étude de laisser un espace de restauration ou pas. Alors tout simplement parce qu'elles ne savent déjà pas si les espaces de restauration qui sont assurés par des prestataires vont être remis en activité. Exact. Qu'est-ce qu'il en est côté CGDIM? Alors nous, on s'est dit déjà qu'on a laissé les espaces de pause et les machines à café parce que moi, je consomme beaucoup de café et je me suis dit que si j'avais pas de café, c'est pas possible. Donc, on va équiper de lingettes, de gel pour faire en sorte qu'on puisse prendre un café tranquillement et voilà, en toute sécurité. Après, l'utilisation de tout ce qui est point de micro-ondes, ce genre de choses, s'il y en a dans certains sites, on va évidemment les restreindre et recommander un maximum des livraisons pour que les collaborateurs puissent se restaurer. C'est sûr que la restauration sur site, c'est une question puisque les restaurations collectives vont certainement pas rouvrir tout de suite, aussi bien restauration au sens restaurant ou d'entreprise. Donc, on travaille plutôt sur l'identification de sociétés qui peuvent opérer des livraisons en masse pour proposer à nos collaborateurs des livraisons, on va dire, quotidiennes. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, nous, on va distribuer des kits de protection aux collaborateurs. Il y avait quand même un point qui est quand même intéressant parce que toutes les entreprises peuvent recourir à leur service de santé au travail. Hein. Il y a des médecins conseils qui potentiellement peuvent accompagner à la reprise. Et pour autant, il y a 47% des entreprises, quasiment une entreprise sur deux n'a pas sollicité à la médecine du travail dans le cadre de la crise. On ne va pas polémiquer, je ne vais pas vous demander si vous les avez sollicités ou pas, vu qu'il n'y a qu'un sur deux. Mais c'est quand même un chiffre qui est assez parlant. Alors, effectivement, au niveau des kits, il y a 71% des entreprises qui vont distribuer un kit de protection à leurs salariés. On a vu qu'il y avait, concernant tout ce qui était gel hydroalcoolique, toutes les entreprises sont équipées, je crois, à plus de 95%. Concernant les masques, c'est pas du tout le cas, en fait. Je crois qu'il n'y a que 60% des entreprises qui sont équipées. Les autres ont passé commande, mais n'ont pas encore été livrés. Donc, il y a quand même aujourd'hui encore cette problématique de masque, parce que j'imagine que pour passer une journée au travail, on ne va pas se contenter d'un seul masque jetable. J'imagine que le masque qu'on a mis dans les transports, on le jette quand on arrive, on en met un propre. Si on sort de la même façon, on rechange, etc. Christophe, l'utilisation de ton masque, elle va être obligatoire en entreprise quand tu ne respectes pas la distanciation des 1 mètre aujourd'hui. Donc après, tu peux tout à fait envisager que ce soit uniquement... j'ai vu une réunion tout à l'heure avec des personnes avec des masques autour d'une salle, justement. Mais quand tu es dans ton bureau et que tu as ton espace nécessaire, tu n'as pas forcément l'obligation d'avoir ton masque. Oui, bien sûr. Mais après, je me dis que si tu prends un building à La Défense, par exemple, où les ascenseurs sont limités à une personne, et que tu préconises à tes collaborateurs de prendre les escaliers, comment tu t'assures qu'il n'y a pas 10 personnes dans les escaliers en même temps? Mon Dieu.
Voilà, donc tu es bien obligé à un moment donné de… Oui, je suis d'accord, non, mais tu as raison. Oui, c'est assez complexe. Alors, concernant CGD, nous, sur la partie kit, on en a prévu un pour tout le monde. Et il y a en effet les conditions de sécurité et puis aussi le ressenti de chacun. Certains vont peut-être se sentir plus protégés en ayant un masque, donc il faut laisser la possibilité à chacun de pouvoir le porter. On ne va pas nous le rendre obligatoire 100% du temps. Par contre, on va demander à nos collaborateurs de porter, comme le disait Jacques-Olivier, à partir du moment où la distance de sécurité n'est pas possible, n'est pas respectée. Type, en effet, comme tu disais, Christophe, dans les escaliers. Donc, on a prévu un kit avec 2 masques lavables qui, donc, du coup, vont pouvoir durer un peu, des flacons de gel, ensuite d'équiper tous les lieux collectifs de bidons de gel. Et puis, on souhaite offrir à nos collaborateurs un test libre à chacun de le réaliser, sans évidemment demander les résultats, mais certains collaborateurs, en tout cas, en expriment la volonté de savoir s'ils sont positifs, négatifs ou ayant des anticorps. Et donc, du coup, je sais qu'il y a pas mal de polémiques sur le sujet avec des positions gouvernementales différentes. Donc, on va attendre de voir évidemment si le gouvernement tranche dans un sens ou l'autre. Mais en tout cas, nous, c'était une possibilité supplémentaire qu'on souhaitait offrir à nos collaborateurs pour aussi gagner un peu en sérénité. Ouais, alors, je ne l'ai pas mis là dans le rapport, mais il y a 20% des entreprises qui envisagent de prendre la température de leurs collaborateurs à l'entrée des locaux. Alors, pour rappel, c'est pas interdit. C'est fortement non recommandé par le ministère du Travail, mais c'est autorisé sous réserve que le collaborateur accepte. Et si le collaborateur refuse et que vous lui refusez le droit d'entrée, vous devrez lui payer sa journée de travail. Absolument. Voilà, c'était une aparté sur ce sujet. Alors, il y a un autre point qui est intéressant pendant cette crise et de manière générale et concernant le déconfinement, c'est les relations avec les partenaires sociaux. Alors, on en a parlé assez régulièrement, notamment de l'existence ou non du CSE dans les entreprises, malgré l'obligation légale au 1er janvier 2020. Donc aujourd'hui, parmi les sondés, on a 70% des entreprises qui disposent d'un CSE, alors 7% qui n'étaient pas concernés en termes d'effectifs dans l'étude, et puis 23% qui ne l'ont pas encore mis en place. Alors de manière générale, 76% des entreprises s'appuient sur les partenaires sociaux pendant cette crise, notamment pour prendre des décisions au niveau, voilà les principaux sujets qui sont traités actuellement, donc l'hygiène et la sécurité au travail, qui est effectivement le premier sujet, qui est le sujet fort d'actualité au sein de l'entreprise en ce moment. Également concernant le télétravail, l'aménagement des locaux, les congés et RTT par rapport aux ordonnances qui ont été prises fin mars, le chômage partiel, le document d'évaluation des risques, qui au passage n'a pas été mis à jour par 42% des entreprises, l'aménagement des horaires de travail et ça commence à parler un petit peu de plan social. Est-ce que au niveau CGDIM, on est conforme avec ces données? Eh ben, écoute, oui. Nous, on en a là-dedans. On n'a pas un CSE, on en a 6, parce que par rapport à nos différentes structures. Néanmoins, on en a 4 principaux. On fait des CSE exceptionnels à peu près tous les 15 jours. C'est indispensable de travailler avec nos partenaires. On a d'excellentes relations d'ailleurs. On a eu la possibilité justement d'échanger sur le démarrage de crise sur la base de télétravail, de pouvoir remonter des difficultés de collaborateurs, de mettre une assistance psychologique pour les aider. On a été contraint de mettre en place l'activité partielle une fois qu'on avait déployé au maximum la prise de congés et de RTT. Et on a vu des avis favorables de l'ensemble de nos CSE, ce qui est un point extrêmement important pour nous, d'avoir l'adhésion de nos instances. Et puis, ils sont porteurs de beaucoup d'informations, de messages et d'idées aussi sur la partie déconfinement, pour nous passer le message de nos collaborateurs. Donc, je trouve que c'est complètement indispensable. Ces instances, on en a besoin.
et ça nous permet d'avancer sur une seule et même ligne et un seul et même mot d'ordre. Donc ça, c'est très important. Alors, j'ai quelqu'un qui revient sur les tests qui me dit que c'est plutôt une bonne idée, que c'est très responsable et responsabilisant. Maintenant, ça veut dire quoi? Juste pour préciser, mettre à disposition des tests, ça signifie qu'ils vont être à disposition à l'entrée de l'entreprise ou qu'ils vont être envoyés directement chez les collaborateurs? Alors nous, dans le kit, j'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure. En fait, on donne donc les 2 masques, du gel, on donne un flyer d'explication des recommandations, encore une fois, au même titre que la charte. On donnera un test, donc, si le gouvernement ne contredit pas cette possibilité, et avec un guide explicatif de la lecture de ce test. Donc tout ça sera livré à l'agence de rattachement, à l'établissement de rattachement de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, en général, c'est un test qui se fait par une goutte de sang au doigt, par exemple, et on a les résultats, je crois, dans les quelques minutes qui suivent. 10 minutes. Ça. Merci. Et on est tous un peu médecins en ce moment. Et du coup, ce sera pas fait forcément avant. On a des collaborateurs qui pourront le faire immédiatement s'ils le souhaitent ou qui pourront le faire en rentrant chez eux comme bon leur semblera. Il n'y aura pas d'obligation, mais moi, je sais qu'à titre personnel, j'aimerais bien savoir, donc je me dis que d'autres collaborateurs aussi. Moi aussi. Toi aussi? Voilà, ça. Ah oui. Alors, une question, c'est quoi les craintes principales qui remontent de la part des salariés aujourd'hui? Moi, je trouve que après, le gouvernement a fait ce qu'il a pu dans cette crise-là, hein, comme nous tous, mais il y a une certaine crainte qui est l'incertitude. On a eu, je trouve, beaucoup d'attentes avec des informations un peu au dernier moment, et donc du coup, l'incertitude. Et nous, employeurs, je pense qu'on doit essayer d'en avoir quelques-unes, en tout cas, donc de pouvoir donner un peu de visibilité. Je pense qu'il y a certains collaborateurs qui craignent évidemment le risque épidémiologique, donc la maladie, avec 2 différentes cas de figure, soit les personnes qui sont fragiles et qui sont accompagnantes de personnes fragiles, et auquel cas, là, ceux-là, il faut les protéger, et on leur a recommandé, nous, au maximum du télétravail. Et puis, on a d'autres aussi qui craignent les transports en commun, on peut les comprendre, hein, les quelques articles que j'ai lus ce matin sur la prise de métro parisien n'avaient pas l'air d'être tout à fait conformes à la réglementation en vigueur. D'autres craignent aussi la reprise il y a eu des retards, il y a eu des retards a priori sur la ligne. Mais bon, je me méfie du média qui a annoncé tout ça. T'as raison. Mais après, il y a d'autres craintes de nos collaborateurs concernant la scolarité de leurs enfants. Est-ce que ça va reprendre et comment ça va reprendre? Et c'est sûr que tant qu'on n'aura pas réglé la gestion des enfants, ce sera compliqué de reprendre sereinement une activité professionnelle. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée. Là, on a parlé effectivement de retour dans les locaux de l'entreprise. Là, il y a les questions qui viennent. Est-ce qu'on peut prendre l'avion, etc. Il y a beaucoup de salariés qui sont itinérants, qui doivent aller chez des clients. Par exemple, chez CGDIM, j'imagine que une réunion, ça peut se faire en visio, mais par exemple, aller dans une pharmacie, faut y aller. C'est peut-être pas gérable en distanciel. Est-ce qu'il y a des recommandations plus spécifiques qui sont mises en place pour lorsqu'on va chez un client, ou est-ce que tout simplement c'est pas encore autorisé aujourd'hui? Alors si c'est autorisé, et on a des collaborateurs qui n'ont pas cessé d'aller chez nos clients, je pense à des collaborateurs de SmartRx qui interviennent chez les pharmaciens, et heureusement qu'ils ont maintenu leurs interventions pour réparer éventuellement les logiciels, pour continuer cette activité indispensable pour l'ensemble du pays. Et du coup, nos collaborateurs vont continuer à intervenir. Donc pareil, on leur dit toujours que si jamais ils craignent parce que les conditions ne sont pas revenues, ils peuvent nous appeler, on peut appeler le pharmacien et prendre les mesures nécessaires, ou se retirer si besoin. Et pour ces interventions-là, ils sont, on va dire, équipés comme on imagine aujourd'hui, ou comme les recommandations gouvernementales nous y obligent, pardon. Et notamment la possibilité aussi de demander aux pharmaciens de conserver une distance raisonnable des mesures de sécurité pour faire en sorte que notre technicien, par exemple, ne soit pas en proximité avec les clients de l'officine. J'ai quelqu'un qui nous dit qu'en est-il des procédures de réaccueil appliquées par les managers de proximité? La
La question, c'est plutôt, je pense, vis-à-vis des procédures de réaccueil, j'entends respect de la charte Covid, etc. Dans l'entreprise, est-ce que c'est le rôle des managers? Est-ce que c'est le rôle de la DRH? Est-ce que c'est plutôt le rôle de chacun, comme chez CGDIN, où tout le monde va signer la charte? Je pense que c'est plutôt ça. Là, pour le coup, je crois qu'on nous incite à une responsabilité individuelle avant tout. En fait, Ouais. qu'est-ce que je fais si je prends ma température, j'ai de la température le matin? Est-ce que je fais courir risque à tout le monde? Est-ce que si j'ai d'autres symptômes, je me présente sur mon lieu de travail? Non, là, je pense que si on veut collectivement arriver à que ce confinement soit une réussite, il faut qu'individuellement, on soit responsable. Donc, on va le réécrire sur une charte, le gouvernement l'a nommé, on va être responsable aussi vis-à-vis de nos enfants. C'est hyper important qu'on prenne toutes ces mesures de précaution, même si ça présente des contraintes, de le respecter. On ne mettra pas nos enfants si on a un doute sur un symptôme, on n'ira pas nous travailler et on prendra les mesures tous nécessaires pour faire en sorte que ce confinement soit terminé une bonne fois pour toutes. C'est important de le dire parce qu'on a posé la question de savoir qui dans l'entreprise allait prendre le lead. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est la DG, la DRH? Et les réponses ont été complètement éclatées en fait. Il n'y a pas de règle. Les entreprises n'ont pas décidé de qui allait prendre le lead. De la même manière que sur nommer ou pas un référent Covid-19, je ne suis pas sûr que les gens aient envie de mettre le poids d'une telle charge sur la tête d'une personne. Alors, il y a des entreprises qui l'ont fait, mais quand on voit les réponses, est-ce que ce référent Covid-19 va devoir supporter en termes de pression et de charge? Il faudrait qu'il soit sacrément accroché, ce référent. Donc, effectivement, je pense que c'est plus un effort, une prise de conscience collective à partager au niveau de l'application et du respect des règles au sein de l'entreprise. J'ai également le sentiment qu'à partir du moment où on confie la responsabilité à quelqu'un, c'est que tout le monde se défait de cette responsabilité. Et là, je crois qu'on a vraiment pas le choix là, ce coup-ci. Il faut vraiment qu'on. Tu dis ça parce que t'es DRH. Parce que sinon. In fine, c'est toujours un peu la faute de la DRH. Mais je le vois, on a fait, nous, on a travaillé avec les équipes d'Anouilh. Je me souviens d'une réunion qu'on a fait avec tous les différents DRH Anouilh. Par rapport à la solution qu'on essaie de proposer pour automatiser les plannings, en fait, en fonction du DRH à qui on exposait la solution et en fonction des métiers qui sont appliqués dans l'entreprise, l'attente n'est pas du tout la même. Donc en fait, moi j'ai le sentiment que le Covid, en tout cas l'organisation, elle est intimement liée à l'activité et à la reprise au maintien et à la reprise de l'activité. Je pourrais dire. On ne peut pas juste dire qu'à un moment donné, une personne est responsable et il va décider pour l'ensemble de l'entreprise. C'est nécessairement un travail conjoint entre l'ARH, je le vois parce qu'on travaille avec Danouise, mais aussi les patrons d'activité qui ont forcément un chiffre d'affaires, un maintien de l'emploi, des clients, du service à maintenir. Et c'est les deux qui doivent travailler ensemble. Ouais, je suis complètement d'accord. La première réflexion qu'on a eue sur la sortie de confinement, c'est l'identification des métiers, des postes indispensables sur une reprise terrain. Alors, à la RH, on en a quelques idées, évidemment, mais ce n'est pas à nous d'aller expliquer à un patron d'entité, un manager, qui doit venir sur le terrain. C'est lui qui connaît les contraintes, les métiers, les priorités. Donc, je pense qu'en effet, tout ça, c'est une chaîne. On doit, nous, au niveau RH, je pense, poser un cadre, assurer cette veille juridique de tous les instants, j'ai envie de dire en ce moment, et puis d'accompagner, comme d'habitude, les managers, les patrons sur le retour terrain en fonction de leurs contraintes et des besoins clients, sachant qu'en plus, on a évidemment les mesures de sécurité de nos clients à intégrer en plus lorsqu'on a des collaborateurs qui interviennent sur site. Moi, je pense que c'est un travail main dans la main, comme tu le dis. Les managers ont la vision terrain, business, et puis la RH va travailler sur une organisation qui va également, comme on l'a vu, prendre en compte le ressenti des collaborateurs eux-mêmes et leur capacité à pouvoir revenir sur le terrain. Il y a cette double contrainte aujourd'hui. On n'est pas uniquement sur les métiers prioritaires. Il y a aussi est-ce que le collaborateur peut revenir.
Ouais, je l'ai lu, je la trouve pertinente, la dernière question. Ah bah, vas-y. Elle est assez longue, mais non, mais c'est vrai qu'il y a une très bonne remarque sur ce que va rencontrer le manager de proximité, parce que je vois, ça fait déjà plusieurs messages qu'on reçoit là-dessus. C'est pas que de l'activité, effectivement, ils vont rencontrer des personnes qui ont été malades, qui ont eu des proches qui ont été malades, ou potentiellement des gens qui ont perdu des proches autour d'eux. Effectivement, je trouve que le job ne va pas être simple. Alors moi, je sais qu'en tant que CGD, mais tu en as parlé tout à l'heure, Anne-Louise, hein, on a mis à disposition tout de suite une cellule psychologique pour chaque entité, avec des numéros où on pouvait appeler. Mais on va devoir aussi accompagner les personnes qui vont rentrer, qui ont souffert, oui, en effet. Oui, et puis on va pas. Alors malheureusement, on a des cas terribles hein, à gérer potentiellement. Alors on a la chance, je touche du bois au sein de CGDIM, toutes les personnes qui ont été malades ont retrouvé une bonne santé. En tout cas, sont en passe de le faire. Donc ça, on est vraiment très 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 heureux. Et ça a été un suivi de tous les jours assez pénible dans certains cas. Et c'est vrai qu'on va avoir des collaborateurs, malheureusement, qui de près ou de loin vont avoir des victimes en proximité. Et puis, on va avoir cette sortie de confinement qui ne va pas être un retour à la vie qu'on avait le 16 mars, en fait. Et ça va être quelque chose à accompagner. On va pas retrouver la même existence au quotidien. Donc, il va falloir qu'on puisse accompagner nos collaborateurs, peut-être transformer certains de nos métiers, notre façon de travailler, puisque ça va pas mal nous faire réfléchir. On va voir si c'est dans la durée ou pas, si ça s'arrête cet été, si en septembre les choses reprennent, mais je pense qu'on va être tous obligés d'anticiper un peu les choses, en tout cas pour la prochaine fois, si la prochaine fois. Ça risque aussi de beaucoup bousculer les plannings RH, j'imagine, hein, en termes d'évaluation des compétences, de formation, etc. Les plans de formation qui avaient été initialement prévus pour 2020 risquent d'être complètement peut-être pas, mais en grande partie revus. Oui, ou adaptés, tu as raison. Ou adaptés. On a des nouvelles priorités qu'on peut imaginer. Le planning RH, en effet, est assez chamboulé. Il doit s'adapter. La question des entretiens annuels via Zoom ou tout autre outil se pose. C'est une belle opportunité. Est-ce que c'est forcément le meilleur moyen? Bon, si on n'a pas le choix, je pense qu'on sera obligé d'y passer. Et on a réussi néanmoins à intégrer pas mal de collaborateurs dans cette période-là. Moi-même, dans mes équipes, j'ai réussi à intégrer. Et on peut imaginer que c'est très délicat. Néanmoins, il y a une approche assez sympathique à vivre cette crise ensemble. Ça crée des liens hyper forts, hyper soudés. Et une proximité aussi qu'on n'aurait peut-être pas forcément au quotidien en étant à 4 bureaux, 2 étages. Là, on se parle quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Donc ça crée aussi un vrai beau collectif. Et je pense que c'est par le collectif qu'on arrivera encore une fois à passer cette crise aussi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitiez aborder? Il y a des choses que vous voulez rajouter, Jacques-Olivier? Quand on parle de retour, là, on s'est posé la question, alors pardon, parce que du coup, c'est un peu le sujet d'actualité. On a échangé ce matin avec Anne-Louise au travers de messages sur l'attestation pour les transports en commun et notamment parisiens. Oui. Pareil, un sujet qui est en cours. Juste une toute petite parenthèse. On va garder le même principe dont parlait Anne-Louise tout à l'heure. On part, nous, sur mettre à disposition de nos clients, mais du coup pour notre client CGDIM aussi, pareil, signature électronique d'un document faisant référence à destination du salarié, de façon qu'on puisse produire de manière automatisée et le plus simplement possible cette attestation. Donc c'est tout neuf, hein, donc pareil, hein, je pense que si d'autres clients ont des besoins en masse, un fichier Excel, quelques informations dedans, on fera le travail de la même manière. Donc, ce sera dispo à partir de demain. Ça, c'est top. Ça va nous permettre d'avoir un suivi à l'instant T, de savoir qui a une attestation et pour combien de temps. Et ça, c'est quand même très précieux, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on sache où sont nos collaborateurs. Et ça va être impeccable de pouvoir le suivre. Les attestations sont délivrées à la journée pour une durée? Alors moi, j'ai vu ce week-end, j'ai vu qu'on pouvait mettre sur une période. Alors, j'ai pas l'étendue de la période, mais en tout cas, c'est pas forcément à la journée. À la semaine. Non, sinon, ça va être un enfer. Oui. Ça va être un enfer. C'est une bonne idée, la semaine.
J'ai quelqu'un qui nous demandait des recommandations RH pour des entretiens Zoom. Alors moi, je dirais que la première recommandation pour tout type d'entretien, c'est déjà de le préparer en amont, hein. Et puis ensuite, je ne pense pas qu'il y ait de recommandations spécifiques. Ça reste un entretien classique. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Louise? Alors, oui, ça reste un entretien classique. Après, il n'y a pas tous les à côté. Peut-être d'être encore plus attentif. Au moins, je ne le ferai pas, par exemple, sans la caméra. Ça, c'est tout bête, même si les conditions ne sont pas réunies, si je sens que les connexions ne sont pas bonnes, à ce moment-là, le reporter. Au même titre qu'un entretien en présentiel, garder la marge de manœuvre pour ne pas avoir une réunion tout de suite après qui soit indispensable. Peut-être, parce qu'en ce moment, on est très cadencé Zoom, et donc du coup, laisser l'espace tel qu'il existe aussi en face à face. Peut-être ces recommandations-là. Et garder en effet le temps de préparation et d'échange nécessaire. La seule contrainte des visios, je dirais, c'est que ce qui n'est pas du tout naturel, c'est qu'on ne se parle pas en se regardant dans les yeux. Non, mais c'est vrai, c'est ça moi, ce qui me gêne, hein, depuis qu'on fait des webinaires, c'est ça, c'est qu'on se parle, mais on se voit sans se voir, en fait, hein. Et c'est vrai qu'on a quand même l'habitude, on a l'habitude aussi de parler avec les yeux, d'avoir le ressenti des personnes, et aujourd'hui, c'est plus difficile de ressentir les choses. Exactement, moi, c'est pour ça que je suis moins à l'aise dans cet exercice-là. C'est vrai que tout ce ressenti du non-verbal, là, on ne l'a pas, quoi. Ouais. On l'a moins. Ok, pas bah si super. on tombe sous la table ou pas, là, du coup, tu sais pas. Alors, les résultats de l'enquête, on m'a demandé, je les diffuserai sur MyRHline à partir de demain, hein. Le document là a été un document préparatoire qui n'est pas complètement finalisé, il sera disponible demain. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. Là, c'est vrai qu'on est au début du déconfinement. Je pense qu'on pourra retraiter peut-être ce sujet et avoir plus de retours d'expérience d'ici la fin de la première semaine. En tout cas, je vous remercie, Anne-Louise et Jacques-Olivier, et puis je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon courage à vous et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci également, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.